Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Diaspora Diaries. Je m'appelle Katiana Bougouma, je suis étudiante en Master 2 à Atlanta, aux États-Unis, et je viens trouver notre communauté aujourd'hui pour discuter d'un nouveau développement légal qui affecte directement les étudiants internationaux ici aux États-Unis. À partir de hier, donc le lundi 6 juillet 2020, le Department of Homeland Security, DHS, qui est l'entité fédérale ici qui s'occupe de réglementer l'immigration, les étudiants F1 et leur statut, le DHS a fait sortir une nouvelle réglementation qui en fait demande aux étudiants internationaux, qui dit aux étudiants internationaux que au début de cette année, de cette nouvelle année académique qui arrive là donc en août, ils n'auront pas le droit d'avoir leur instruction totalement en ligne. On va parler des détails de cette réglementation-là et ce que ça veut dire pour chaque cas ou alors pour des cas plus communs en termes de situation d'étudiants internationaux actuellement aux États-Unis. Et ensuite, on va discuter un peu de ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant international, de ce qu'on peut faire en tant que communauté, et de ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour rester alerte, pour rester concentré sur ce qui se passe et pour maintenir nos statuts et ne pas avoir de problèmes dans le futur. La première chose qu'on va faire, c'est de couvrir ce que cette déclaration-là veut dire. Donc, quelles sont les implications pour les élèves comme moi et pour les élèves qui sont par exemple en cycle de bachelor ou en cycle de PhD. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous ces gens-là? Donc, il y a trois cas principaux auxquels je peux penser, dans lesquels les étudiants internationaux peuvent se retrouver actuellement. Le premier cas, c'est si vos cours sont toujours offerts en personne. Si vos cours sont toujours offerts en personne et que vous avez votre université, votre école vous offre toujours la possibilité de vous rendre là-bas pour aller prendre des cours, normalement ça va. Dans ce cas-là, si votre université offre toujours les cours en personne, vous avez un maximum de 3 heures de crédit que vous pouvez prendre en ligne. Donc, vous pouvez prendre un cours en ligne si vous voulez, mais vous avez un maximum de 3 heures de crédit que vous pouvez prendre en ligne si votre école offre toujours les cours en personne. Parce qu'en ce moment, c'est comme si c'est vous qui changez le modèle, parce que le modèle en personne existe et c'est ce que l'immigration voudrait que nous utilisions en tant qu'étudiants internationaux parce qu'ils veulent savoir qu'on se rend sur le campus. Donc, dans le deuxième cas, les cours sont offerts d'une manière hybride. Donc, les universités offrent l'opportunité de prendre les cours soit en ligne totalement, soit en ligne avec certains cours en personne. Donc, si votre université offre cette option-là, ce serait une très bonne idée d'être là actuellement. Et deux, vous devez forcément prendre au moins un cours en personne. Donc, si vous êtes sur le modèle, si votre université est en train de passer au modèle hybride, vous avez le droit de prendre les cours en ligne, mais il vous faudra au moins un cours, une classe que vous prenez en personne. Donc, il vous faudra quand même vous rendre sur le campus au moins une fois. Par semaine. Le troisième cas, justement, c'est les gens dont les écoles sont en train de transférer au système entièrement en ligne. Si ça, c'est votre cas, cette réglementation-là vous concerne primairement. Et actuellement, cette réglementation-là stipule que vous n'avez pas le droit de prendre ces cours-là en ligne en étant toujours sur le sol américain. Donc, vous devez quitter en fait le pays si vous allez prendre tous vos cours en ligne. Et ça, c'est parce que dans la réglementation de base d'un étudiant international, tu n'es pas censé faire les cours en ligne majoritairement. Tu es censé faire les cours en personne avec la possibilité de prendre les cours en ligne. Donc, la réglementation, en fait, sous-entend qu'il faudra partir. Pour vous donner un peu plus de background sur cette histoire, depuis le début du Covid-19, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui avaient pris la décision de changer leur modèle d'instruction, donc de passer de l'instruction en personne sur le campus pour aller à l'instruction en ligne où les gens peuvent rester à la maison, pratiquer le distancement social, donc rester sauf, et toujours avoir accès à leur classe et aux professeurs qui donnent les cours en direct diffusés. Il est bon de savoir qu'avant même qu'on arrive à l'ère du Covid, il y avait des réglementations en place pour les étudiants internationaux. Par exemple, pour le cycle du bachelor, il fallait être enrôlé dans les cours en personne, majoritairement, ou primairement même, je dirais. Donc, moins de cours en ligne étaient permis. Il faut aussi avoir un minimum de 12 heures de crédit académique. Donc, il faut être à temps plein. Et je pense qu'en master ou en graduate school, donc qui est le cycle après le bachelor, il fallait 9 heures de crédit pour être en temps plein pour satisfaire les réglementations de l'immigration américaine. Donc, à partir du moment où le Covid est arrivé aux États-Unis et que l'épidémie a commencé à grimper autour de mars,
les élèves internationaux avaient la permission de rester à la maison, de prendre les cours en ligne qui n'étaient pas permis au début. Maintenant, dépasser cela, il y a une considération de plus qu'il faut avoir, donc il faut garder en tête, c'est le fait que les gens qui ont l'opportunité de faire les cours en hybride et les gens qui ont toujours l'option de faire les cours en personne, on est toujours dans une situation d'incertitude. Pourquoi? Parce que pendant que l'épidémie du Covid-19 est en train de faire comme une seconde vague est en train de ne pas dire son nom, il y a toujours la possibilité que pendant le semestre d'automne qui s'apprête à commencer, si l'épidémie est hors de contrôle, les universités peuvent prendre la décision de se rabattre sur le système en ligne entièrement. Et à ce point-là, si cette réglementation du DHS est toujours en place, les étudiants internationaux étaient sur le système hybride où avaient les cours en personne et qui étaient, sauf de cette réglementation-là, se retrouvent en fait dans la même position où il faudra partir ou dépendamment de ce qui est décidé par le DHS, les titres peuvent être alarmants. Donc j'ai vu plusieurs articles qui donnent l'information et les titres sont généralement du style les États-Unis sont en train de demander aux étudiants de partir, etc. C'est important de se rappeler que ce que le DHS a fait sortir pour l'instant, c'est une preliminary guidance. Donc, preliminary guidance n'est pas une décision légale définitive. C'est un peu comme pour prévenir ou pour donner un heads-up aux universités, aux jobs, des développements réglementaires de l'immigration qui sont en cours pour que les gens aient l'information avant de faire leur démarche. Donc, dans le cadre du danger imminent ou immédiat, il n'y a pas de danger immédiat que ICE, par exemple, vienne vous trouver chez vous, vienne vous chercher, je ne sais pas où, pour vous dire que vous n'êtes pas en réglementation. Mais néanmoins, le DHS a exprimé son intention d'adopter cette preliminary guidance. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de détails par rapport à la méthode que DHS va utiliser pour s'assurer que les étudiants sont en réglementation. Mais par rapport à la déclaration même qu'ils ont sur leur page, sur leur site internet, il est dit qu'ils seront justement en contact avec les écoles et c'est les écoles qui s'occuperont de faire ce recensement-là de leurs élèves internationaux. Et je pense que sur nos permis d'études, donc le formulaire I-20, il y aura aussi une stipulation qui certifiera en fait à DHS que notre école s'est assurée qu'en tant qu'étudiants internationaux, nous ne prenons pas les cours entièrement en ligne. Le souci, c'est de ne pas avoir des étudiants internationaux qui ne vont jamais sur le campus et qui n'ont pas de moyens en fait de prouver qu'ils sont effectivement en statut et qu'ils continuent d'aller à l'école. Et je pense que c'est une question de perspective et je pense que c'était ça le but de cette réglementation-là, ou alors le but logique utilisé pour faire passer cette réglementation-là beyond toutes les autres raisons qui sont plausibles dans ce pays-là en termes d'immigration. L'importance justement de respecter ces réglementations-là actuellement, ce n'est pas forcément le danger de la déportation immédiate, mais c'est le danger que enfreignent ces réglementations-là peut porter à vos dossiers futurs avec l'immigration américaine. Donc par exemple, si vous comptiez finir vos études ici, si vous décidiez de demander la résidence permanente, ces dossiers de demande-là peuvent être rejetés parce que si on trouve une infraction passée dans les réglementations qui avaient été émises, que ces réglementations-là soient courantes ou pas. Donc, c'est important de rester informé par rapport à ce qui est dit et ce qui est décidé par DHS parce que c'est eux qui mettent en place ces réglementations-là. C'est aussi important de s'assurer qu'on maintient son statut courant et légal parce que justement, perdre ce statut-là, ça fait de nous une personne qui est techniquement illégalement aux États-Unis. Si j'ai quelques recommandations, la première, c'est que déjà les étudiants internationaux, je vous encourage à visiter le site de DHS un peu plus souvent. Vous n'êtes pas obligé de recevoir des emails ou de les ajouter à votre liste, mais c'est important d'aller checker les informations légales qui sortent. Je vous encourage aussi à rester en contact avec vos écoles, vos institutions, vos International Student Office. Ils peuvent communiquer à l'école nos besoins en tant qu'étudiants internationaux. Donc, demander à l'école ou dire à l'école ce que l'école peut faire pour nous, ce que l'université peut faire pour nous, pour défendre nos intérêts par rapport à ces réglementations-là. Et de deux, ils peuvent aussi nous donner des conseils au cas par cas parce qu'ils sont capables de regarder votre cas particulier et nous dire ce que l'école et ce que le système peut faire pour nous permettre de rester. Parce que leur intérêt, c'est que nous soyons présents et que nous continuions d'aller dans leurs institutions parce que nous payons une certaine scolarité qui leur permet justement
de faire fonctionner leurs institutions, fonctionner leur campus. Donc, nos universités sont des entités qui peuvent nous aider dans cette situation-là, qui peuvent défendre nos intérêts par rapport aux réglementations d'immigration, parce que justement, ils bénéficient de ce trafic d'étudiants et d'intellectuels internationaux. Deuxième recommandation par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est de commencer à avoir des stratégies et des plans en place. Parce que jusque-là, c'est une année remplie de surprises et les choses changent considérablement. Et je pense que c'est important en tant qu'étudiants internationaux actuellement là, de commencer à prendre nos décisions. Est-ce que ça vaut le coup de rester, se mettre en danger, aller en cours en personne, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve, ça peut valoir le coup. Est-ce que ça vaut le coup de devoir rentrer pour prendre des cours en ligne? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à poursuivre justement ce diplôme en question dans lequel on est? Je pense qu'il y a des décisions qu'il faudra commencer à prendre dans le background pour être préparé en fait. S'il faudra rentrer, il faut commencer à y penser. S'il faut rester, il faut commencer à avoir des stratégies en place pour aussi se protéger sur le campus quand on ira, parce que le distancement social est toujours important et nécessaire. L'épidémie du COVID-19 aux États-Unis n'est pas finie et se prépare même probablement à avoir une deuxième vague venir. Avec toutes les manifestations qui ont eu lieu, avec le fait que les gens ont continué de sortir et d'aller dans les magasins, d'aller dans les restaurants, etc. Il y a beaucoup d'experts qui ont eu à dire qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une deuxième vague. Et même globalement, il y a des discussions de deuxième vague. Donc, c'est important de savoir que les choses vont changer et les mois à venir, sinon même les années à venir, sont difficiles à prédire. Difficiles à prédire dans le sens où on n'est pas sûr que ce problème-là sera réglé, par exemple, dans 1 an. On n'est pas sûr que cette réglementation-là ne restera pas permanemment. Et on n'est pas sûr que l'instruction en ligne ne deviendra pas le nouveau standard d'instruction pour les années à venir par rapport à la situation sanitaire globale. Donc, je pense que c'est important de commencer à avoir son plan A, son plan B et son plan C pour être préparé et préparé en fait pour le pire et espérer le meilleur. Je vous encourage vraiment à rester en contact avec vos écoles, rester en contact entre vous, discuter avec des gens. Si vous avez plus de questions par rapport à cette réglementation-là ou alors par rapport aux réglementations même des étudiants internationaux en général, n'hésitez pas à laisser des questions en dessous de la vidéo. Continuez de mener cette discussion-là à bien, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des étudiants internationaux actuellement dans le pays. Et en tant que communauté de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères et sœurs qui sont étudiants internationaux ici, qui n'ont probablement pas idée de quoi faire ou qui sont dans une situation où il faut trouver de nouvelles solutions. Je vous encourage, comme je disais, à rester connecté avec notre chaîne. N'hésitez pas à poser des questions, contribuer et nous vous verrons bientôt. Merci.